5 années ont été nécessaires pour la rénovation du château d'Himeji, très certainement le plus connu des châteaux japonais. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, trésor national au Japon, le château fait partie des 12 derniers avec un donjon en bois. On surnomme Himeji le héron blanc. Pour la couleur, la chose saute aux yeux. Pour la forme du héron, il faut aller chercher dans les formes élancées des toits et l'architecture générale du donjon. Avec en plus un soupçon d'imagination, on le verrait presque s'envoler. Les structures défensives du château font partie des mieux conservées du pays. Portes et murs d'enceinte créent une sorte de labyrinthe menant au donjon. Tout le long du chemin, on retrouve les samas, ces meurtrières de forme ronde ou rectangulaire. Le site en compterait plus de 2000, mais pour être honnête, nous n'avons pas eu le temps de refaire le décompte. Le château d'Himeji est au final un lieu rare. Grâce à l'extraordinaire conservation de l'ensemble des bâtiments, la visite se transforme vite en plongée au cœur de l'air et d'eau. De l'architecture extérieure avec un des rares corridors couverts, à celle intérieure, le château d'Himeji regroupe tout ce qui marque l'âge d'or des châteaux japonais. Le château d'Himeji est aussi un lieu unique pour l'étonnante atmosphère chargée d'histoire que l'on ressent en arpentant les allées ou les couloirs du château. Finalement, on est à peine surpris lorsqu'on aperçoit la princesse Sen jouant, dont l'histoire tragique est très célèbre au Japon. Pour finir, quelques images prises depuis l'ascenseur qui avait été installé durant la rénovation, histoire de découvrir le donjon comme pourrait le faire un héron blanc, bien sûr. À quelques minutes à pied du château d'Himeji se trouve un lieu très couru des touristes japonais. Et pas seulement à cause d'un très bon restaurant d'unagi. Non, c'est surtout qu'un magnifique jardin y attire nombre de visiteurs. Le jardin Kokoen a été réalisé en 1992 sur l'espace anciennement occupé par la demeure du seigneur local. Ce jardin, ou plutôt ces jardins, il y a 9 espaces différents, reproduisent des jardins traditionnels japonais de l'époque d'Edo. On y retrouve donc la douceur et le mélange sans cesse renouvelé d'eau, de pierres et de plantes typiques de l'art des jardins nippons.
espaces nous offrent une plongée au cœur d'une nature si savamment domestiquée que la main de l'homme y disparaît presque. Un passage à guet à la découverte de la maison de thé, on se laisse facilement entraîner. Un cheminement qui, de jardin en jardin, nous emmène jusqu'au dernier de ces 9 espaces, d'où on peut apercevoir le donjon du château d'Himeji. À un petit quart d'heure de bus du centre d'Himeji se trouve le mont Socha. Modernité oblige, l'accès se fait aujourd'hui par téléphérique, même si les plus dévots peuvent bien sûr faire l'ascension à pied. Car il est dit que ceux qui parcourent les pentes du mont pour atteindre le temple d'Engyoji seront purifiés de corps et d'esprit. Arrivé au terminus du téléphérique, nous délaissons le bus qui dessert directement le temple pour cheminer à travers une forêt parée de ses plus beaux atours d'automne. Nous voilà donc transformés en pèlerins photographes. Disséminés au bord du chemin, des statues de la déesse Kannon nous accompagnent. Puis, dans l'or et le pourpre des feuillages, apparaissent les premiers bâtiments du temple avec le splendide Maniden, dont la structure en bois est très proche de celle du temple de Kiyomizu à Kyoto. Nous poursuivons le périple jusqu'au Daikodo, le hall principal. Le site est si bien préservé que certaines scènes du film Le Dernier Samouraï y ont été tournées. Et là, dans cet univers sans trace de modernité, où nature et construction se mêlent si parfaitement, nous réalisons que l'important n'est pas tant le but, que le chemin qui y mène. Comme de nombreux lieux chargés d'histoire, le château d'Himeji est aussi le théâtre de légendes. Voici celle d'Okiku. La jeune femme était une des servantes de Tessan, samouraï au service du maître d'Himeji. Infidèle à sa femme, Tessan s'était épris d'Okiku. Devant le refus de la jeune femme de céder à ses avances, il fit disparaître une des 10 assiettes d'or dont Okiku avait la charge. Il lui laissa ensuite le choix entre devenir sa maîtresse ou la torture et l'exécution pour l'assiette manquante. Okiku préféra se donner la mort et plongea dans un des puits du château. Nuit après nuit, son fantôme revint et arpenta sans relâche les couloirs du château, à la recherche de l'assiette d'or disparue, jusqu'à pousser Tessan à la folie et le faire chasser du château. Mais l'assiette n'ayant jamais été retrouvée, Okiku aujourd'hui encore revient de temps en temps.
Et oui, il y a des châteaux au Japon. Tous les bâtiments à toit en pignon ne sont pas des temples. Présentation. La plupart des châteaux japonais que l'on peut voir aujourd'hui remontent au XVIe et XVIIe siècle. Cette période, et plus particulièrement l'ère Edo, à partir de 1600, est considérée comme l'âge d'or des châteaux japonais. Des châteaux que l'on a pour habitude de classer suivant leur lieu de construction. Voilà une bonne occasion de briller lors de votre prochain dîner en ville avec non seulement des notions d'architecture, mais aussi de japonais. Yamajiro, pour les châteaux de montagne. Hirajiro, pour les châteaux de plaine. Hira Yamajiro, pour les châteaux construits sur des collines. L'élément le plus typique de l'architecture des châteaux japonais est certainement le Musha Gaishi. Ces immenses murs incurvés, un peu en forme d'éventail, sont en fait l'habillage de remblais en terre grâce à un savant empilement de pierres. Le tout sans mortier, afin d'assurer une certaine souplesse à l'ensemble pour mieux résister aux tremblements de terre. Ces murs délimitent les différentes enceintes du château. Lorsqu'ils ne sont pas au pied de tours ou autres bâtiments, ils sont surmontés des murs en torchis, percés de meurtrières aux formes variées. Celles rectangulaires semblent avoir eu la préférence des archers, alors que celles triangulaires ou rondes revenaient aux arquebusiers. Les tours, Yagura, servaient non seulement de postes de défense, mais aussi de lieux de stockage. Leur nom d'ailleurs reflète généralement leur usage, et il est courant de trouver dans les châteaux une Teko Yagura, tour du tambour. L'instrument servait en effet à marquer le passage du temps et bien sûr à prévenir en cas d'attaque. Les portes, mon en japonais, point de passage obligé, faisaient l'objet d'un soin tout particulier pour leur défense. La porte principale du château, Otemon, était souvent surmontée d'une tour, ou donnait sur un petit espace fermé avec une seconde porte à angle droit, un système de défense portant le nom de Matsugata. Le donjon, Tenshu, lui, se dressait dans la dernière enceinte. Ultime point de défense, il disposait, en plus de ses fenêtres défensives, Nuchamado, littéralement fenêtres des guerriers, de petites trappes, Ishiotoshi, sur des avancées en bois permettant de jeter rochers aux huiles bouillantes sur les assaillants. Les Tenshu avaient aussi une autre défense, plus ésotérique celle-là, les Shashioku. Ces statues représentant des démons folkloriques, une tête de dragon sans un corps de carpe, étaient censées protéger le bâtiment en attirant la pluie en cas d'incendie. Les ema sont de petites planches de bois où l'on écrit une prière, un vœu ou un remerciement. C'est un des éléments caractéristiques des temples shinto. Ces petites planches sont ensuite accrochées afin que le kami du temple puisse les lire à tête reposée. Parfois, le support peut prendre une forme inattendue, comme avec ces calebasses. Mais le plus souvent, leur forme fait penser à une maison, quand elle n'a pas celle d'un cœur. Elles ont toutes une face décorée d'un dessin, bien souvent en rapport direct avec le temple où on les trouve, la seconde face servant elle à écrire. Une dernière info, ema signifie littéralement image de cheval. Ce nom viendrait du fait qu'autrefois, les riches, pour s'attirer les faveurs des kami, faisaient don de chevaux au temple.
est aujourd'hui le plus important des 5 grands temples zen de Kyoto. Un incontournable pour des milliers de visiteurs, comme la foule déambulant dans ses allées vient nous le rappeler. Si les bâtiments sont magnifiques, c'est avant tout le jardin qui attire les regards. D'abord, il y a le typique jardin zen minéral avec son gravillon blanc parfaitement ratissé et ordonné. Puis vient le jardin paysager. L'immense plan d'eau reflète les teintes rouges dorées des érables. Les carpe koi multicolores nagent à fleur d'eau entre les rochers et semblent s'envoler dans le reflet bleu du ciel. Une sorte d'équilibre parfait entre le minéral et le végétal émane du lieu. Un équilibre que s'évertue à immortaliser les visiteurs plongés dans leur viseur photo. Il faut 3 petites heures de train pour rallier Matsumoto depuis Tokyo. Avec, si le temps est clair, la possibilité d'apercevoir le sommet du mont Fuji en cours de route. Et finalement, nous voilà au pied des Alpes japonaises. Un couple de cygnes, nageant tranquillement sur les larges douves, nous accueille au château. Face à nous, le donjon et sa haute silhouette noire dont le reflet ondule doucement sur l'eau. Immédiatement, une impression de puissance se dégage du lieu et impose le respect. Le donjon domine, mais n'écrase pas. C'est là sans doute la raison du charme envoûtant qui émane de ces murs. On se sent protégés, comme les 2 petites tours qui semblent nicher sous les ailes protectrices du donjon. Des tours qui, comme la Tokami Kagura, la tour de la lune, et de sa rambarde rouge, sont toutes empreintes d'une fragile grâce. Petit à petit, le flot des visiteurs nous entraîne vers le royaume d'ombre et de lumière cachés derrière les barreaux des fenêtres. Un royaume où s'offre à nos yeux un camailleux de bois aux 1000 teintes de brun et de beige. Les hauts piliers de bois, les parquets usés par l'âge, les toits à pignons de la façade, la teinte anthracite des tuiles et des murs contribuent tous à donner au château de Matsumoto son charme unique. L'âge d'or des châteaux est peut-être passé, mais pour Matsumoto, il semble vouloir se prolonger encore un peu. Le concept est simple. Vous prenez une boutique, vous y mettez des étagères croulant sur les marchandises et vous fixez un prix unique, 100 yens. Enfin, 108 yens aujourd'hui avec l'augmentation des taxes. On en trouve un peu partout au Japon. Des grands, sur 2 étages, et des petits, qui parfois ressemblent plus à un simple couloir. Quant aux produits proposés, ça va de la brosse à dents au portefeuille simili-cuir, en passant par parapluie, stylo, lessive, baguette, boîte plastique, cahiers, chaussettes, ras-de-main,
casseroles, jouets, mascara, tournevis, trousse, bonnet, sous-vêtements, piles, bonbons, objets de déco, papier toilette, enfin, un peu tout et n'importe quoi. Bienvenue dans un 100 yen shop. Immanquablement lié à l'art des jardins à la japonaise, il y a les célèbres ponts rouges. Mais attention, on en trouve aussi ailleurs. Kochi est par exemple très fier de son petit pont rouge. Situé en plein centre-ville, il fait partie des attractions majeures de la ville. Les parcs des châteaux ont eux aussi leurs ponts. Cette fois, ce sont les douves qui te permettent de franchir. Et une fois encore, les rambardes de bois sont bien souvent de couleur rouge. On retrouve aussi les ponts dans les temples, où ils adoptent souvent la couleur rouge-orangé des torii. Enfin, vous l'aurez compris, les ponts rouges ne se cantonnent pas au jardin zen. Mais au fait, pourquoi rouge? Il faut savoir que le rouge est une couleur sacrée au Japon. Elle sert à marquer le passage entre le domaine des hommes et celui des dieux. Le choix du rouge est donc loin d'être anodin, tout comme la symbolique du franchissement d'un de ces ponts.